Dans les strates scellées des annales du chapitre, là où la poussière de cendre se mêle aux encres ferrugineuses, le nom de Ragnar Blackman demeure comme une donnée persistante, un signal faible mais cohérent à travers des siècles de copies et de censure. Il fut d'abord une mesure humaine, enfant des Rusvik sur Fenris, calibrée par la faim, le froid et les cycles lunaires, qui dictent la survie plus sûrement que les lois écrites. Les registres le suivent jusqu'au seuil où la chair devient matière d'étude, greffe, densification osseuse, remodelage endocrinien, synchronisation des organes, puis l'empreinte du canis helix, à la fois héritage génétique et symbole d'un pacte ancien. La mémoire du clan n'y disparaît pas. Elle se sédimente, comprimée sous la liturgie, et ressurgit en micro-fractures du texte, dans des notes de prêtres loups et des observations d'apothicaires qui parlent en chiffres pour masquer la crainte d'une dérive feurale. Le sobriquet Blackman n'apparaît pas comme un éclat, mais comme une validation administrative, un pigment devenu signe, consigné sur des feuillets où la couleur est décrite avec la même gravité que la perte d'une compagnie. Sa progression, telle que la laisse voir l'Archivum, n'est pas une épopée, mais une succession de bilans, de serments, de corrections, de morts inscrites en colonnes, et de silence là où la politique impériale exige l'oubli. Entre l'onde sacrée de l'Astronomicon et la pente métaphysique de l'Immaterium, l'existence de Ragnar se lit comme un diagramme de persistance. Un individu reconfiguré en outil, puis en légende utile, dont l'ombre porte la lourdeur de Fenris jusque dans les couloirs d'acier des étoiles. Les fragments conservés évoquent des compagnonnages dissous par le temps, des avertissements de l'Inquisition laissés en marge, et la lente prise du commandement, où chaque décision devient une stratification supplémentaire, froide, mesurable, irréversible dans la mémoire. L'index des naissances des Rusvik n'a rien d'un récit, et c'est précisément pour cela qu'il a survécu. Il ne porte pas de saga, seulement des marques utilitaires, des encres qui résistent mieux que les voix. La page associée à Ragnar apparaît comme une entrée parmi d'autres, prise dans la longue continuité des hivers où Fenris réduit toute biographie à sa valeur de chaleur, de chair et de souffle. Les scribes de clan n'avaient pas le langage de Terra, ni ses calendriers fixes. Ils notaient plutôt les rythmes du ciel et de la mer, l'état des glaces, la couleur des aurores et les migrations de la faune, comme si la naissance d'un enfant ne pouvait être comprise qu'en relation avec la pression atmosphérique, la faim commune et la violence latente des saisons. Le registre mentionne un foyer, un lignage, une dette de sel, une maigre réserve de graisse, autant d'indicateurs qui, dans une lecture mechanicus ultérieure, ressemblent à des variables d'environnement, des paramètres d'incubation. Le monde lui-même, oscillant entre fureur océanique et immobilité minérale, agit comme un laboratoire sans mur, où la sélection naturelle n'est pas une théorie, mais une comptabilité quotidienne. Les Rusvik, peuple de rivages et de raids, y sont décrits à travers leurs pertes, leurs gains, leurs absences. Les noms sont des repères posés sur une cartographie de deuil. Dans les copies tardives conservées par le chapitre, l'entrée de Ragnar est rehaussée d'annotations ajoutées bien après, comme si l'Archivum ne pouvait s'empêcher de rétroéclairer un fragment humain à la lumière d'une destinée Astarte. Le texte primitif parle d'un enfant robuste, d'une mère épuisée, d'un clan en tension avec ses voisins, et d'un ciel où les radiations polaires paraissaient particulièrement vives. Les notes marginales, elles, introduisent un vocabulaire d'auscultation, tolérance au froid, capacité respiratoire, réaction à la privation, agressivité défensive, résistance aux infections, tout ce que l'on examine chez une future recrue, sans prononcer encore le mot qui l'arracherait à son espèce. Rien n'est prophétie, tout est corrélation. Même Fenris, dans ses pages, n'est pas un symbole romantique, mais un système brutal, un milieu saturé de contraintes, où chaque organisme est une réponse provisoire à un monde qui change trop vite. Le canis helix, absent du registre d'origine, plane toutefois comme une hypothèse silencieuse, une compatibilité possible, inscrite avant même la connaissance, comme si certaines lignées de mortels portèrent en leurs os
la forme d'un futur qui n'est pas le leur. Les prêtres loups, lorsqu'ils recopient, n'effacent pas le clan. Ils le fixent en sédiment, conscients que l'implantation ne détruit pas entièrement la première mémoire, qu'elle la compacte, la rend plus dense, plus lourde, plus difficile à dissoudre. Ce qui ressort de l'index, ce n'est pas un enfant exceptionnel, mais une cohérence. Ragnar naît dans un moment de déficit, au bord d'une mer qui donne puis reprend, au sein d'une communauté qui mesure la valeur en endurance et en loyauté. Les rares détails sur son enfance ne prennent pas la forme d'exploits. Ce sont des mentions de survie, des traces de blessures soignées, des références à des hivers durs, à des étés courts, à des querelles réglées, avant qu'elles ne deviennent saignées irréparables. La psyché, dans ces documents, est traitée comme une extension de la physiologie. Un tempérament noté pour anticiper une rupture, une impulsion à contenir, une colère à diriger. Plus tard, lorsque l'Imperium parlera de Ragnar comme d'une légende, ces premières lignes resteront inconfortablement modestes, comme la preuve qu'aucune grandeur n'émerge sans une masse initiale de contraintes, sans ce poids de famine et de sel qui accroche à la peau. Même la dimension métaphysique, si présente dans la pensée impériale, se lit ici sous forme d'ombre. Fenris est proche du warp par ses mythes, mais l'index ne connaît que des signes, des présages que l'on consigne parce qu'ils influencent le comportement collectif, non parce qu'ils ouvrent une vérité. Ainsi l'Archivum, fidèle à sa froideur, laisse l'essentiel hors champ. L'instant où le clan commence à imprimer sur la banquise ses promesses et ses dettes, ces marques qui font d'un nom plus qu'un son, et d'un enfant plus qu'une naissance, préparant sans le savoir le prochain fragment conservé. Les marques de serment sur la banquise appartiennent à ces pratiques fenrisiennes, dont l'Imperium tolère l'irrégularité parce qu'elles produisent, au terme, une loyauté exploitable. Les archives de la Grande Compagnie les décrivent avec une précision contrainte, comme si l'on tentait de traduire une coutume de sel et de froid en langage de chancellerie. Sur Fenris, où la mer gèle puis se brise selon des cycles qui défient les almanachs standards, la glace n'est pas seulement un sol provisoire. Elle sert de tablette, de frontière et de mémoire. Les serments n'y sont pas confiés au papier, matière trop rare et trop fragile, mais à une surface qui accepte la trace tout en annonçant sa disparition. Cette contradiction, inscrire pour perdre, fonde l'austérité du rite. Le signe n'est pas une garantie d'éternité. Il est un acte situé, daté par la température, la direction des vents, la rugosité des cristaux, comme si la nature elle-même devait contresigner. Les copies conservées mentionnent des incisions faites à la pointe d'os, de pierre ou de métal, selon les ressources du clan et l'âge de l'engagement. L'angle de coupe, noté par certains observateurs du chapitre, révèle une main habituée aux matières dures, une économie du geste apprise avant toute discipline militaire impériale. La glace, elle, répond avec sa propre écriture. Micro-fissures, blanchiment interne, lignes de contrainte qui courent sous la surface et déforment les runes au fil des heures. Dans une lecture plus froide, presque mechanicus, ces marques ressemblent à des enregistrements à durée limitée, soumis à l'entropie rapide d'un matériau instable. Pourtant, c'est précisément cette instabilité qui confère au serment sa gravité. Il n'existe pas de promesse sans risque d'effacement, pas de fidélité sans la conscience qu'elle doit être réaffirmée, réinscrite et parfois défendue contre l'oubli. Le rite n'exige pas un témoin éternel. Il exige une volonté répétée, capable de survivre à la disparition de la preuve. C'est dans ce cadre que l'on situe les premiers liens de Ragnar avec la logique du serment, avant même que son nom ne devienne matière de dossier Astarte. Les archives ne parlent pas d'exploit, mais d'un tempérament noté comme difficile à détourner et lent à céder. Formulations prudentes, derrière lesquelles transparaît une force d'attachement presque dangereuse. Sur Fenris, l'appartenance au clan n'est pas un simple fait social. Elle agit comme une architecture intérieure, un réseau d'obligations qui structure la peur, la colère, la retenue. Les marques sur la glace, souvent renouvelées au début des saisons, servent à synchroniser ce réseau,
à rappeler ce qui doit être transmis lorsque la mère reprendra tout. La mémoire y devient collective et matérielle, même si la matière s'efface. Dans certaines annotations, un prêtre loup évoque la pédagogie du froid. L'idée que le monde enseigne par retrait, qu'il retire la chaleur, la sécurité, la certitude, jusqu'à ce que ne restent que les engagements essentiels. Cette pédagogie, sans être formulée ainsi, prépare une compatibilité avec les exigences du chapitre, où le serment n'est jamais un sentiment, mais une structure, un mécanisme intérieur stabilisé par la répétition. Les scribes du chapitre, lorsqu'ils tentent de faire entrer cette pratique dans les catégories impériales, insistent sur la dimension symbolique de l'animal totémique et de la lignée, mais laissent filtrer autre chose, une perception fenrisienne du temps comme matière circulaire. Les mêmes noms reviennent, non pour glorifier, mais pour maintenir une continuité à travers les morts. Les marques de serment fonctionnent alors comme des repères dans un environnement qui nie les repères, semblables aux balises que l'on place sur un glacier en mouvement, en sachant qu'elles dériveront. La notion de vérité y est moins importante que la constance du geste. Une promesse gravée sur la glace n'est pas vraie parce qu'elle dure, elle est vraie parce qu'elle est risquée, parce qu'elle peut disparaître et qu'elle doit néanmoins être tenue. Ce principe, une fois transplanté dans la culture astarte, devient une forme de discipline silencieuse. La fidélité, non comme récit, mais comme contrainte volontaire, une compression de soi qui ne demande pas d'applaudissements. Certains fragments, plus sombres, évoquent aussi la phase coercitive du rite. Les marques ne sont pas seulement des liens, elles délimitent des exclusions, elles dessinent, sur la surface blanche, les frontières invisibles entre clans, dettes et vendetta. Les tensions y sont consignées de manière presque clinique, comme si la violence, trop fréquente pour être racontée, était réduite à des signes. C'est là que les documents deviennent plus hésitants, ponctués de lacunes et de mots remplacés par des traits d'encre. L'impérium supporte mal ce qu'il ne contrôle pas, et la culture de Fenris, avec ses obligations anciennes, présente toujours le risque d'une loyauté concurrente. Les Space Wolves n'effacent pas ces loyautés. Ils les reconfigurent, les forcent à se plier à une hiérarchie plus vaste, jusqu'à ce que le serment au clan devienne l'ombre d'un serment au primarque, puis au trône. Dans le cas de Ragnar, les notes suggèrent une transition lente, non une rupture nette. Le même instinct d'attache, d'abord tourné vers les Rusvik, se rend disponible pour un autre ordre, plus vaste et plus impitoyable, sans perdre sa densité. La banquise, enfin, se referme sur ses propres écritures. Les marques fondent, se brisent, dérivent en plaques qui s'entrechoquent et se submergent, et tout ce qui fut gravé retourne à l'eau noire. Cette disparition n'est pas un échec du rite, elle en est la conclusion attendue, la preuve que nul signe ne résiste au monde, sauf celui qui s'est déplacé dans la chair et dans l'habitude. Les archives laissent alors apparaître, comme une ombre au bord du texte, une autre forme de mémoire, celle des bûchers, où l'on confie aux flammes ce que la glace ne peut garder, et où les noms cessent d'être des marques pour devenir des comptes. À partir de là, les feuillets se tournent vers un registre plus lourd, celui où l'on inscrit le prix des serments lorsqu'ils réclament un corps pour les sceller. Le registre du bûcher du Jarl est un document d'une matérialité obstinée, taché de suie et de graisse refroidie, dont les fibres ont gardé l'odeur sèche des combustions lentes. Il ne cherche pas à expliquer, il comptabilise. Sur Fenris, le feu n'est pas un luxe narratif, mais une ressource stratégique, un phénomène domestiqué à grand-peine contre l'humidité salée et les vents qui dispersent tout. Brûler un corps n'y relève pas seulement du rite. C'est un choix thermodynamique, une dépense de combustible pour interrompre la contagion, réduire l'attraction des charognards et sceller une mémoire qui, autrement, serait livrée aux glaces mouvantes. Le registre associe à chaque nom une somme de détails sobres. L'origine clanique, la saison, la disponibilité de résine, d'huile, d'eau sec et parfois une note sur la couleur de la fumée, comme si la teinte pouvait renseigner sur la qualité du bois ou sur la saturation de sel dans la chair. Les scribes fenrisiens, sans vocabulaire savant, y pratiquent malgré eux une science rudimentaire de la décomposition et du retour à la matière.
c'est dans cette comptabilité que se glisse l'anomalie qui, plus tard, sera relue comme un signe. Une entrée porte un nom jeune, sans titre, inscrit parmi d'autres pertes récentes. La mention de l'âge est approximative, le statut réduit à une fonction de clan, et l'écriture se resserre, nerveuse, comme si la main avait eu froid ou hâte. À côté, une marque brève, ajoutée après coup, indique une discordance. Le corps n'a pas rejoint la pile, la charge n'a pas été consommée, la cendre attendue n'a pas existé. Le registre ne se permet pas d'interprétation. Il note simplement que l'ordre du bûcher a été interrompu par une autorité extérieure. Dans les copies conservées par le chapitre, cette marge a été épaissie par une encre plus stable, et l'on reconnaît la prudence d'un transcripteur Astarte. Il n'efface pas le caractère local du document, mais il y superpose un réseau de renvois, de dates normalisées, de références à des visites de collecte. Ainsi, un feuillet de clan devient une pièce dans une chaîne de sélection. Les lignes suivantes, au lieu de raconter une scène, décrivent des conditions. La mer était haute, la banquise fracturée, les déplacements difficiles. Le clan avait déjà mobilisé trop de combustible pour des veillées de réparation et des soins, et le bûcher du Jarl, figure de cohésion autant que de commandement, devait être tenu malgré la pénurie. La dépense de feu pour un chef n'avait pas seulement une valeur symbolique, elle stabilisait une communauté en lui offrant un point fixe, une disparition organisée, un centre de gravité contre l'éparpillement. Dans cette logique, l'interruption d'un bûcher n'est pas une simple entorse au rite. Elle déplace la balance des obligations. Les notes fenrisiennes font apparaître en creux une irritation contenue, une acceptation contrainte d'une puissance venue d'ailleurs, dont la présence sur les rivages n'est jamais totalement expliquée, mais toujours intégrée comme un fait du monde, au même titre que les tempêtes. La tradition impériale a l'habitude de purifier par le feu, de transformer la chair en cendre pour neutraliser les risques biologiques et métaphysiques. Pourtant, dans ce registre, le feu n'a rien d'absolu. Il est fragile, soumis au vent, et son efficacité dépend d'une chimie incertaine. Les cendres, lorsqu'elles sont produites, sont souvent mélangées à des fragments incomplets, à des os blanchis trop tôt, à des résidus de graisse qui n'ont pas totalement rendu leur énergie. Certaines annotations précisent que les restes furent dispersés sur la glace ou confiés à l'eau, geste qui ressemble à une libération mentionnée sans pathos, comme un protocole parmi d'autres. Les prêtres loups, dans leurs commentaires ultérieurs, liront là une compatibilité étrange avec la future existence Astartes. La disparition comme procédure, la mort non comme fin, mais comme transfert de charge, redistribution d'éléments et d'obligations. Le registre ne parle pas d'âme, il parle de fumée, de consommation, de ce qui demeure trop lourd pour être porté plus longtemps. L'entrée associée à Ragnar, dans sa sécheresse, devient alors un point de friction entre deux systèmes de mémoire. Pour le clan, être inscrit au bûcher signifie que l'histoire s'achève et que la communauté récupère ce qu'elle peut sous forme de récits brefs, transmissibles, compatibles avec l'oubli. Pour le chapitre, l'absence de cendre ouvre une autre catégorie, le corps non rendu, donc potentiellement réaffectable. Les renvois marginaux évoquent une prise en charge médicale sans détail, puis une translation vers un lieu de tri. Le langage change subtilement, passant des mots de clan à ceux de l'évaluation, comme si l'individu cessait d'être une dette sociale pour devenir une variable biologique. On sent, sous la surface, le moment où la vie fenrisienne cesse d'être interprétée par ses pairs et commence à l'être par des mains entraînées à mesurer la compatibilité d'une chair avec un héritage génétique ancien. Il existe dans les copies Astarte une dernière note presque effacée qui relie ce registre à une procédure plus vaste. Le bûcher interrompu n'est pas présenté comme un miracle, mais comme un incident logistique inscrit dans un calendrier de visite, une convergence entre une pénurie de feu et une opportunité de recrutement. La grandeur ici n'est pas proclamée. Elle est fabriquée après coup par l'empilement des documents. Le registre du bûcher, en tant que fragment, conserve surtout la lourdeur d'un monde
où l'on brûle pour ne pas être dévoré, et où l'on compte les corps parce que les hivers n'accordent aucun surplus. Dans ce froid comptable, l'idée même d'une seconde naissance apparaît non comme une promesse, mais comme une extraction, un prélèvement dans la chair des clans. Le feuillet se clôt sur des dépenses de combustible corrigées et sur un nom barré d'une ligne unique. Et cette ligne, silencieuse, mène naturellement vers le fragment suivant, celui où la sélection se fait sous l'œil de l'hiver. La sélection, sur Fenris, n'est pas annoncée comme une rupture. Elle s'installe plutôt comme un changement de pression, une modification du monde sensible que le clan apprend à reconnaître trop tard pour la discuter. L'archivome du chapitre conserve, sous le sceau d'une sobriété presque clinique, des feuillets où l'on voit se superposer deux logiques incompatibles. Celle des hommes de rivage, qui comptent leurs morts pour traverser l'hiver, et celle des Space Wolves, qui comptent leurs vivants pour nourrir une continuité génétique plus ancienne que les clans eux-mêmes. L'expression consacrée, l'œil de l'hiver, n'y désigne pas seulement la saison, mais un mode d'examen. Le froid y devient instrument de tri, révélateur de fissures internes, comme une radiographie primitive où la faiblesse se manifeste par le simple fait de durer moins longtemps que la nuit. Les traces disponibles ne décrivent pas un cérémonial grandiloquent. Elles parlent de silhouettes arrivées avec la discrétion d'une marée basse, de signes portés sur l'armure et sur la peau, de runes qui tiennent lieu d'identification autant que de talismans, et d'une autorité qui ne s'explique pas. Un prêtre loup est mentionné comme agent principal de la collecte, non en tant que prédicateur mais comme praticien d'une double compétence, à la fois spirituelle et biologique. Les notes attachées à l'entrée de Ragnar, désormais séparées du registre du bûcher, s'attachent à des éléments mesurables: cicatrisation, tolérance à la douleur, stabilité face à la privation, capacité d'obéir sans perdre l'initiative. Le langage reste prudent, car il sait ce qu'il risque de nommer. Le chapitre ne cherche pas un héros, il cherche une compatibilité. Dans les interstices, toutefois, une autre lecture affleure, plus symbolique, comme si l'on admettait que certains tempéraments répondent à l'appel de Fenris avec une intensité qui dépasse la survie ordinaire, et que cette intensité, sans être un mérite, constitue une matière première. Le processus de sélection apparaît alors comme une série de seuils. Aucun n'est présenté comme une épreuve isolée. Chacun agit plutôt comme un filtre statistique, où l'environnement fait office de machine. Les candidats, arrachés à leur famille sans longues explications, sont conduits vers des zones où la glace cesse d'être un refuge et devient une surface d'exigence. Les scribes du chapitre, plus tard, parleront d'endurance, de silence, d'orientation dans le blanc, mais ils en donnent une version dépouillée. Température, durée d'exposition, rythme de récupération, fréquence cardiaque au repos, niveau de tremblement. L'hiver, dans ces pages, est traité comme un protocole expérimental dont les variables ne peuvent être contrôlées, seulement reconnues. L'œil de l'hiver observe en permanence, non par intention, mais par indifférence. Il n'accorde rien et ne prend pas la peine de punir. Ceux qui cèdent ne sont pas condamnés moralement. Ils sont simplement renvoyés à la condition humaine que la suite du dossier s'apprête à abandonner. Ragnar, dans ce contexte, n'est pas décrit comme victorieux, mais comme persistant. Les annotations insistent sur une forme de continuité intérieure, un refus de se dissoudre dans la fatigue, comme si la volonté pouvait devenir une propriété physique, comparable à la résistance d'un matériau à la rupture. Un autre commentaire, plus rare, évoque une colère contenue, non comme un défaut à éliminer, mais comme une énergie à discipliner, à détourner vers une fidélité plus vaste. La culture du clan, avec ses serments gravés sur la glace, n'est pas niée, elle est reconfigurée. Le prêtre loup, selon les fragments, agit comme un traducteur. Il ne demande pas que l'ancien monde soit renié, il exige qu'il soit compressé jusqu'à tenir dans un nouvel espace, celui du chapitre. Cette compression est clarifiée par une note administrative, presque sèche, indiquant que l'aspirant a été réaffecté à la lignée du loup,
formulation qui traite une personne comme une ressource sans pourtant abolir ce qu'elle portait auparavant. Un passage plus métaphysique, attribué à un scribe qui connaissait les limites des chiffres, mentionne la présence d'images nocturnes et de signes interprétés par les prêtres. Rêve de crocs, sensation d'un appel dans le vent, impression d'être suivi par quelque chose d'ancien. Rien n'y prend la forme d'une conversation rapportée. Ce sont des résumés, des symptômes. Pour l'impérium, ces éléments sont toujours ambigus, à mi-chemin entre la psychologie d'un adolescent éprouvé et l'ombre réelle que projette l'immatérium sur les mondes de frontières. Les Space Wolves, eux, ne semblent pas chercher à trancher. Ils consignent, ils comparent, ils laissent ces indices flotter à côté des relevés physiologiques, comme on laisserait, sur une table d'autopsie, un talisman à côté d'un scalpel, non pour confondre les usages, mais pour reconnaître que la chair et le mythe se contaminent sur Fenris d'une manière impossible à désentrelacer. La sélection s'achève, dans les feuillets, par une translation vers un lieu plus stable, un espace où l'hiver ne sert plus de juge direct, mais demeure présent comme mémoire incorporée. Les mots deviennent plus techniques, les notations plus régulières, et l'on sent le passage d'une épreuve environnementale à une préparation méthodique. Le nom de Ragnar, désormais fixé à l'encre du chapitre, cesse d'être lié à une dette de clan et commence à être associé à des procédures, à des seuils biologiques, à des risques connus. L'œil de l'hiver, à ce point, ne disparaît pas. Il se retire simplement derrière d'autres instruments, plus précis, plus intrusifs, qui prétendent comprendre ce que le froid ne faisait que révéler. Dans la marge inférieure d'un dernier feuillet, une mention brève indique l'ouverture d'un dossier ancien, conservé comme un texte sacré et un manuel de chirurgie à la fois, là où l'héritage du loup est conservé sous forme d'énigmes reproductibles, annonçant l'incunable du Canis Helix. L'incunable du Canis Helix se présente dans l'Archivum comme un objet plus ancien que la plupart des mains qui l'ont consulté, un texte à la fois biologique et rituel, conservé sous des scellés dont la fonction est autant de protéger que de limiter la compréhension. Le terme même d'incunable, employé ici par des scribes qui aiment les analogies de bibliothèque, désigne moins une première édition qu'un noyau de transmission, la matrice d'une connaissance trop précieuse pour être reproduite sans perte. Il ne s'agit pas d'un simple manuel d'implantation Astarte, puisque les Space Wolves partagent avec d'autres lignées l'architecture générale des organes cultivés par l'Adeptus Astarte. Il s'agit d'une variation, une torsion héréditaire greffée sur cette architecture, une signature génétique issue de Lehman Russ et façonnée par Fenris jusqu'à devenir indissociable du monde. Les feuillets associés à Ragnar, ouverts après la sélection, prennent un ton que l'on reconnaît immédiatement, celui de la médecine impériale lorsqu'elle s'approche de l'inconnu et qu'elle le recouvre de formules. Les données physiologiques ne sont plus des observations de froid, mais des mesures de compatibilité, comme si le corps, arraché à son clan, devait désormais prouver qu'il peut porter une autre mémoire que la sienne. La procédure standard de transformation est évoquée par des termes codés, par des séquences d'intervention et de convalescence, par des cycles de croissance et de stabilisation. On y devine les étapes connues dans tout dossier d'aspirant. Augmentation cardio-respiratoire, densification osseuse, renforcement musculaire, remodelage endocrinien, acclimatation immunitaire, puis l'intégration progressive d'organes conçus pour soutenir une longévité qui excède la mesure humaine. Les rédacteurs demeurent avares de détails là où les archives pourraient devenir un inventaire. L'important n'est pas de décrire chaque greffe, mais de signaler la cohérence du processus, cette manière dont l'impérium traite la chair comme une plateforme modulaire sur laquelle la guerre et la foi déposent leurs exigences. Le Canis Helix apparaît dans ces pages comme un principe d'interférence. Il n'ajoute pas seulement de la vigueur, il altère les équilibres, il introduit une tension durable entre l'instinct et la discipline, comme si l'héritage génétique portait une métaphore interne de Fenris. Les prêtres loups, gardiens de cette énigme, ne le décrivent pas comme une malédiction, mais comme un pacte. La lignée accepte un risque de dérive pour obtenir une adaptation que d'autres chapitres
plus stables, ne connaissent pas sous cette forme. Les mentions les plus froides parlent de marqueurs de stress, de seuil d'agressivité, de réaction au confinement et à la privation sensorielle, d'une réponse lupine qui ne se laisse pas réduire à la psychologie. Les mentions les plus prudentes évoquent, sans insister, la possibilité d'un échec particulier, une déviation dont le nom est souvent absent ou remplacé par des signes runiques, comme si l'écriture elle-même devait contourner ce que la lignée refuse de nommer trop directement. L'archivum, à cet endroit, se fait paradoxalement discret. Non par manque d'information, mais par crainte que l'information, trop explicite, ne devienne une arme pour des autorités extérieures. Pour Ragnar, l'incunable ne sert pas à annoncer une grandeur, il sert à justifier une décision. Le dossier insiste sur la nécessité d'un ancrage fenrisien, d'une compatibilité qui dépasse les simples normes de santé. Les Space Wolves n'ont jamais prétendu que leur héritage pouvait être porté par n'importe quel monde, et les notes de leurs apothicaires confirment cette singularité. Le Canis Helix est décrit comme une clé qui n'entre pas dans tous les verrous et dont l'usage sur un hôte inadéquat conduirait à des instabilités profondes, physiques et mentales, qui ne relèvent pas seulement de la maladie, mais d'une rupture d'identité. La transformation devient alors une opération sur la mémoire, autant que sur la chair. L'aspirant subit des phases de sommeil artificiel, de suggestion contrôlée, de conditionnement par symboles et rythmes, et l'on perçoit le soin mis à ne pas effacer totalement la matrice fenrisienne, mais à la contraindre à servir une fidélité plus vaste. Les runes qui apparaissent en marge ne sont pas décoratives. Elles agissent comme un langage de compression, un moyen de sceller dans la pensée des repères qui survivent aux fièvres de croissance. Le texte laisse aussi entrevoir la cosmologie implicite des Space Wolves. Là où d'autres lignées parlent de pureté génétique comme d'un absolu mécaniste, les feuillets du Canis Helix traitent la biologie comme un lieu de rencontre entre matière et signification. Les organes implantés sont des dispositifs, mais ils sont entourés d'une liturgie de prudence, comme si l'on reconnaissait qu'un corps transformé devient un point de sensibilité au warp, non par sorcellerie ouverte, mais parce que la volonté, la peur et le rêve acquièrent une densité nouvelle. Fenris, monde saturé de mythes, fournit à cette densité une forme familière, et l'incunable agit comme un filtre. Il canalise l'imaginaire vers un cadre qui peut être utilisé sans le laisser se dissoudre en délire. Les scribes notent des périodes d'hallucination thermique, des variations de perception olfactive et auditive, et des états où l'aspirant semble écouter le monde au-delà de ses sens ordinaires. Rien n'est célébré, tout est consigné comme un risque à surveiller, un symptôme qui peut être intégré ou qui peut annoncer la perte. Lorsque l'incunable se referme dans le dossier de Ragnar, ce n'est pas parce que l'énigme est résolue, mais parce que la phase suivante exige des instruments plus concrets. Les derniers renvois indiquent une suite de protocoles de réparation et d'ajustement. Là où l'organisme, ayant reçu trop vite un héritage trop lourd, doit être reconstruit avec patience, suture après suture, mesure après mesure. Le texte se retire alors vers un support plus austère, une ardoise de travail où la chair n'est plus une hypothèse mais un chantier, et où chaque correction, invisible dans les sagas, devient une ligne de plus dans l'ardoise de reconstruction apothicaire. Dans la pénombre antiseptique des salles d'apothicariat, là où la pierre du roc se mêle aux alliages sans âge et où l'air garde une odeur de réactif, l'ardoise de reconstruction n'est pas un récit, mais une surface de contrôle. Elle reçoit la trace de ce que le corps ne sait pas encore nommer. Quand l'enfant de Fenris devient un organisme en transition, soumis à des rythmes qui ne sont plus ceux des marées ni des hivers. Sur cette ardoise, la chair est traduite en chiffres, en courbes, en écarts de température et de pression, en densité osseuse mesurée comme on mesurerait la stabilité d'un matériau sous contrainte. Les annotations associées à Ragnar décrivent un sujet dont l'adaptation se fait par paliers, avec des périodes de fièvre où l'organisme semble tenter plusieurs solutions à la fois, puis des retours à une stabilité provisoire. Les apothicaires notent l'acceptation des greffes, la réorganisation des tissus, l'apparition d'une force qui n'est pas seulement musculaire, mais structurale,
comme si la résistance s'était déplacée dans l'architecture même du corps. La langue utilisée demeure celle de l'impérium, prudente et codée. Mais la présence du Canis Helix y impose une marge d'incertitude que l'on ne retrouve pas ailleurs. Des pics d'agressivité sans cause externe, des phases de perception exacerbées où l'odorat et l'ouïe paraissent se recalibrer au-delà de l'humain, et une tension permanente entre docilité opératoire et instinct de rupture. L'ardoise, à cet endroit, ressemble à une carte de navigation tracée sur une mer intérieure agitée, avec ses zones sûres et ses gouffres possibles, rappel discret de la dérive redoutée que les Space Wolves consignent sans l'exhiber. La reconstruction, dans ces feuillets, est décrite comme une suite de corrections plus que comme une simple guérison. Chaque nouveau rythme organique appelle un ajustement, chaque amélioration ouvre un risque, et l'apothicariat agit comme un conservateur d'équilibre plutôt que comme un simple réparateur. Le sang est observé comme un milieu en transformation, chargé de marqueurs de stress et de signatures immunitaires, tandis que la moelle, devenue atelier de production accélérée, trahit par ses variations la lutte entre l'héritage fenrisien et l'empreinte du primarque. Les appareils de mesure, dont les noms sont parfois accompagnés de petites runes d'apaisement, donnent à cette science une dimension quasi liturgique. Les résultats sont lus comme des présages, non parce qu'ils seraient mystiques, mais parce que l'expérience a appris au chapitre que certaines données annoncent des bifurcations irréversibles. Ragnar apparaît alors comme un cas surveillé avec une attention froide, non pour sa singularité morale, mais parce que ses paramètres indiquent une capacité rare à absorber l'augmentation sans s'effondrer dans la confusion. L'ardoise mentionne des périodes de sommeil profond imposées, des phases de suggestion contrôlée, des matrices mnésiques où l'on compacte des serments nouveaux sur les restes d'anciens serments, afin que la loyauté cesse d'être une émotion et devienne une structure. Ce conditionnement n'est pas décrit en termes de conversion spirituelle, mais en termes de stabilité psychique. L'esprit, soumis à l'élévation biologique, doit être rendu compatible avec une longévité où la mémoire peut devenir un fardeau toxique. Dans les marges, un apothicaire note que la colère observée chez l'aspirant ne disparaît pas sous le traitement. Elle se canalise, se refroidit, devient une réserve, comme une énergie potentielle enfermée dans un matériau trempé. Rien n'est célébré. Le progrès, ici, se confond avec la simple absence d'effondrement. À mesure que les cycles de reconstruction s'achèvent, l'ardoise change subtilement de fonction. Les entrées cessent de s'attarder sur la survie du corps et commencent à mesurer la disponibilité de l'être, non plus comme patient, mais comme futur membre d'une meute. On y voit apparaître des notations sur la posture, la coordination, la capacité à endurer l'humiliation du novice sans perdre le centre, et surtout sur la manière dont les réflexes nouveaux s'accordent à une discipline imposée. L'apothicariat, en cela, ne prépare pas seulement un guerrier, il prépare un vecteur de tradition, un organisme apte à porter l'histoire compressée du chapitre, sans qu'elle se déchire en instincts contradictoires. Pour Ragnar, un dernier ensemble de signes indique que la phase de réparation laisse place à la phase d'intégration. Le corps, stabilisé, est désormais jugé suffisamment sûr pour être exposé à la pression sociale du fan, à l'apprentissage par friction, à la hiérarchie rugueuse où l'identité se forge au contact des autres. La mention finale ne parle ni de gloire ni de destin. Elle indique simplement un transfert d'encadrement, des mains des apothicaires vers celles des instructeurs, et l'entrée dans une catégorie dont la simple appellation contient déjà une promesse d'inconfort et de loyauté féroce. L'ardoise se referme ainsi sur une certitude austère. La reconstruction a produit un néophyte viable et le reste devra être écrit par le comportement, puis fixé par les commentaires en marge, là où commence la glose des Blood Claws. La glose des Blood Claws n'est pas un chapitre officiel du Liber Fenris. Elle s'accroche plutôt au bord, là où l'encre a été reprise, épaissie, corrigée par plusieurs mains. Elle ressemble à ces commentaires que l'on ajoute lorsqu'un protocole ne suffit plus à contenir ce qu'il observe. Les néophytes y apparaissent comme une catégorie instable, non encore fixée dans la longue durée, traversée de poussées hormonales et de réorganisations neurochimiques liées aux implants.
mais aussi d'un excès de mémoire humaine qui n'a pas encore été entièrement compacté en discipline. Dans la terminologie des apothicaires, l'aspirant devenu Blood Claw porte des marqueurs contradictoires. Un organisme renforcé, mais une psyché encore plastique, trop proche de la vie brève des mortels pour accepter sans friction l'immobilité des règles. Les scribes du chapitre ne condamnent pas cette instabilité. Ils la décrivent comme une phase attendue. Un pic transitoire d'entropie comportementale avant que la structure de la meute et la répétition des rites ne fassent leur œuvre. Le nom de Ragnar, lorsqu'il entre dans cette section marginale, cesse d'être associé aux courbes de reconstruction et se met à cohabiter avec un lexique d'observation sociale. On y note sa manière de se tenir parmi d'autres corps en transformation, le calibrage de son regard, la vitesse à laquelle il répond aux signaux non-verbaux, l'intensité avec laquelle il investit les liens de meute. La glose insiste sur un trait récurrent, une fidélité immédiate, presque trop entière, qui se traduit par une impatience face à la nuance. Les instructeurs l'interprètent comme l'héritage direct des serments fenrisiens, où la promesse n'est jamais abstraite, mais toujours liée à des visages, à une survie partagée, à la nécessité d'être fiable quand la mer se retourne. Dans les couloirs du roc, cette fidélité devient matière à polir. La discipline des Space Wolves n'a rien d'une neutralisation. Elle vise plutôt une redirection, comme on ajuste une force de traction pour qu'elle cesse de déchirer et commence à porter. Les notes mentionnent des incidents mineurs de hiérarchie, des tensions de proximité, des réactions trop rapides aux provocations ritualisées, autant de signes que la lignée s'installe et que le jeune corps cherche encore son équilibre entre instinct et règle. La glose décrit également l'entrée dans l'armure non comme une consécration, mais comme une expérience sensorielle qui recompose l'être. La surface interne, les interfaces, la pression constante, l'odeur de métal et d'huile sanctifiée, tout cela s'ajoute aux nouveaux sens et les disciplines par contrainte physique. La première fois que le néophyte se s'est encapsulé, le texte parle de paramètres respiratoires, de rythme cardiaque, de micro-mouvements de la main cherchant un appui absent, comme si l'ancien corps voulait encore vérifier qu'il existe. Pour Ragnar, un commentaire souligne une adaptation rapide au poids, non par grâce, mais par stratégie instinctive. Il apprend à économiser l'énergie, à rendre ses gestes plus courts, à laisser l'armure porter une partie de la décision musculaire. Cette économie est présentée comme un signe de maturité précoce, mais la glose contrebalance aussitôt par une remarque plus sombre. L'économie du geste ne suffit pas à calmer l'économie de la colère. Une note runique, posée comme un avertissement, évoque la nécessité d'un encadrement serré, non pour empêcher la violence, mais pour empêcher qu'elle ne s'use au mauvais endroit, dans des rivalités internes qui dissiperaient l'utilité de la meute. Plus loin, la glose se fait presque métaphysique, non par embellissement, mais parce que le chapitre constate une régularité qu'il ne peut réduire à la biologie. Les Blood Claws sont décrits comme particulièrement sensibles aux échos de Fenris, même loin de ses mères, comme si la mémoire du monde natal agissait à distance, conservée dans les synapses et dans les rêves. Les scribes relèvent des cycles de sommeil perturbés, des réveils marqués par une agitation olfactive, des moments où le néophyte semble chercher une odeur inexistante dans l'air recyclé du roc. Ces notations ne sont pas interprétées comme des présages glorieux, mais comme des effets secondaires d'une transformation qui amplifie la capacité du cerveau à établir des associations. Dans ce cadre, Ragnar est décrit comme un sujet à forte densité d'images internes, un esprit qui se souvient avec une intensité trop nette et qui doit apprendre à laisser certains souvenirs se déposer au fond, comme des sédiments, sans les remuer à chaque respiration. Les pages les plus utiles de la glose portent sur la meute elle-même, conçue comme un dispositif de stabilisation. La structure des Blood Claws n'est pas seulement hiérarchique, elle est corrective. Elle distribue l'impulsivité, la dilue dans un ensemble où l'excès de l'un est compensé par la prudence d'un autre, où la honte et l'honneur circulent comme des signaux de régulation. Ragnar y est noté comme fortement réactif aux pertes,
même lorsqu'elles ne sont encore que des absences administratives sur un tableau de service. Cette réactivité est classée comme dangereuse et précieuse à la fois. Dangereuse parce qu'elle peut pousser à des décisions trop rapides, précieuse parce qu'elle rend impossible l'indifférence. Le chapitre, qui survit par la continuité de ses lignées, sait que l'indifférence est une forme lente de corruption. Les commentaires indiquent alors l'intervention régulière d'un prêtre-loup, dont l'approche n'est ni consolation ni menace, mais mise en forme. Le vocabulaire devient celui du rituel appliqué. Gestes, runes, rythme de respiration, répétition de serments, tout ce qui imprime dans la chair une lenteur capable de contenir l'urgence. La glose s'achève sur une remarque qui ressemble à une conclusion sans triomphe. Ragnar, à ce stade, est jugé pleinement Bloodclaw, c'est-à-dire encore inachevé, encore trop proche de la chaleur brève des hommes, mais déjà irrévocablement séparé d'eux. Le texte souligne que l'impulsivité, plutôt que de disparaître, commence à trouver des canaux acceptables, et que les liens de meute, au lieu d'être une simple fraternité, deviennent une architecture mentale. Une dernière ligne renvoie à un autre ensemble de feuillets, rédigés non plus par des instructeurs, mais par ceux qui savent lire la lignée et le rêve, annonçant les notes de terrain du prêtre-loup, là où l'observation cesse d'être seulement comportementale et devient, avec prudence, une lecture des signes. Les notes de terrain du prêtre-loup ne portent pas la rigidité des rapports de campagne, ni la sécheresse des ardoises apothicaires. Elles tiennent d'un carnet de seuil, écrit pour relier ce que la mesure ne saisit pas à ce que la tradition refuse de perdre. L'encre y est plus sombre, parfois mêlée à des pigments organiques dont l'analyse n'a jamais été jugée utile, et les runes marginales ne servent pas d'ornement mais de verrou. On y comprend que le prêtre-loup n'observe pas seulement un néophyte. Il surveille une jonction entre héritage et instabilité, là où le canis helix amplifie les réponses du corps jusqu'à toucher l'ordre des rêves. Ragnar y apparaît comme une présence dense, difficile à dissoudre dans le collectif, non par indiscipline ouverte mais par intensité. Les premières lignes le décrivent à travers des indices discrets, une attention excessive aux odeurs, une manière de s'orienter dans les couloirs comme s'il lisait des courants d'air. Une tension musculaire persistante qui ne correspond plus à la peur humaine, mais à une vigilance devenue automatique. Cette vigilance n'est pas célébrée. Elle est rangée parmi les signaux à canaliser, car ce qui demeure en alerte trop longtemps finit par confondre l'essentiel et le bruit. Le prêtre-loup note ensuite les effets de la meute sur lui, non comme une fraternité sentimentale, mais comme une architecture de stabilisation. Les Space Wolves savent depuis leurs origines que la lignée de Russ ne se porte pas seule. La proximité, la friction, le partage des rites et des odeurs, tout cela sert de contrepoids à la dérive intérieure. Ragnar, selon ses pages, absorbe les codes avec une rapidité qui inquiète autant qu'elle rassure, comme s'il cherchait un nouvel ancrage pour remplacer brutalement l'ancien. La loyauté, chez lui, est décrite comme immédiate et sans nuance, une force brute qui doit apprendre à distinguer l'ordre du simple désir d'être utile. Le prêtre-loup y consigne des séquences de respiration ritualisées, des périodes de silence imposées, des gestes runiques tracés sur la peau et effacés avant l'aube, non pour produire une mystique, mais pour enseigner au système nerveux un rythme plus lent que l'impulsion. Derrière ces pratiques, une logique physiologique se devine. Ralentir la montée de l'adrénaline, stabiliser les cycles de sommeil, réduire la violence des réveils, faire descendre la mémoire au fond, là où elle peut peser sans gouverner. À plusieurs reprises, les notes de terrain abordent la question des images nocturnes. Elles sont décrites avec une prudence particulière, car l'Imperium apprend tôt à se méfier de tout ce qui ressemble à une ouverture non contrôlée vers l'immatérium. Chez les fils de Fenris, toutefois, les rêves ne sont pas automatiquement traités comme une intrusion. Ils sont un territoire dangereux mais familier, un résidu du monde natal où le mythe s'est toujours mêlé à la météorologie et à la peur. Ragnar, dans ses mentions, traverse des épisodes
où le sommeil produit des sensations de chasse, de froid salé, de présence ancienne, comme si les circuits renforcés de son cerveau superposaient aux parois du roc des rivages disparus. Le prêtre loup ne cherche pas à nier ces phénomènes, il les encadre. Il compare les périodes, relève leur fréquence, observe l'impact sur le comportement diurne et établit une distinction essentielle entre les rêves qui épuisent et ceux qui structurent. Les premiers laissent une agitation diffuse, une agressivité erratique, une recherche d'odeurs inexistantes. Les seconds, plus rares, semblent déposer une certitude calme, une attention nette, une capacité à attendre. Cette capacité devient, dans l'écriture, un objectif plus qu'une vertu. Apprendre à attendre sur Fenris comme dans l'espace revient à survivre sans se consumer. Le carnet se fait parfois plus dur lorsque la question de l'identité affleure. Le prêtre loup note que certains néophytes tentent de protéger ce qu'ils furent en l'enfermant dans une violence performative, comme si l'excès prouvait la continuité. Ragnar, lui, est décrit comme portant son passé autrement, non comme un masque, mais comme un poids comprimé. Cette compression le rend moins instable qu'on pourrait le craindre, mais aussi plus sensible à la perte. L'absence d'un compagnon, une sanction mineure, une variation de hiérarchie, suffisent à provoquer chez lui un resserrement du regard, une froideur immédiate, non hostile mais déterminée, comme une réponse de système plutôt qu'une humeur. Les notes de terrain interprètent cela comme une mémoire de clan transposée, un vieux réflexe de Fenris, protéger le cercle, préserver la ressource humaine, ne pas laisser les morts devenir des nombres. Dans un empire où la mort est souvent une statistique, cette résistance à l'abstraction est notée comme un atout à long terme, à condition qu'elle n'entraîne pas une rigidité dangereuse. Le prêtre loup insiste sur la nécessité de transformer l'attachement en responsabilité et la responsabilité en discernement. Lorsque les notes de terrain se referment sur ce segment, le ton change subtilement, comme si l'observation quittait le domaine des signes pour entrer dans celui des autorisations. Ragnar n'y est plus seulement un néophyte à contenir, mais une identité qui commence à être façonnée, rendue lisible par le chapitre et présentable au regard de ses anciens. Une mention brève indique qu'un marqueur visible, un détail durable, doit être consigné et validé selon les coutumes de la grande compagnie, non pour l'esthétique, mais pour fixer une continuité reconnue. Le carnet renvoie alors, sans emphase, à un formulaire scellé où la couleur devient archive et où un simple pigment reçoit le poids d'une signature, l'autorisation du pigment noir. L'autorisation du pigment noir appartient à ces pièces administratives dont la simplicité apparente dissimule une fonction essentielle, celle de fixer une identité avant que le temps ne la déforme. Dans les archives des Space Wolves, la couleur n'est pas un caprice d'apparence, mais une donnée héraldique, une marque de reconnaissance et de dette, inscrite de façon à survivre aux pertes, aux transferts de commandements et aux réécritures successives des sagas. Le document se présente comme une feuille courte, scellée, établie selon une mise en page qui trahit l'influence de Terra sans jamais s'y soumettre tout à fait. La bureaucratie impériale, lorsqu'elle rencontre la culture de Fenris, produit souvent des hybrides semblables, où le formulaire se laisse envahir par des runes, et où l'autorisation se confond avec une bénédiction technique. Le nom de Ragnar y apparaît déjà stabilisé dans les registres du chapitre, mais encore nu, privé de cet élément secondaire, qui, plus tard, servira de point d'ancrage à la mémoire collective. Ce sont parfois de tels détails, presque insignifiants à l'échelle des guerres et des croisades, qui deviennent les plus résistants, parce qu'ils se prêtent à la répétition sans exiger l'exactitude. Les notes associées au dossier expliquent, avec une froideur prudente, que l'épithète n'est pas attribuée par enthousiasme, mais par constat et par accord. Le noir de la crinière, sur Fenris, possède une charge symbolique ancienne, liée aux bêtes d'hiver, à la nuit polaire et aux zones où la glace absorbe la lumière au lieu de la renvoyer. Pour un Astarte, dont le corps est déjà saturé de modifications, la pigmentation capillaire n'est pas seulement un héritage génétique. Elle peut être la conséquence de stress physiologiques, de variations hormonales induites par les implants, d'une maturation accélérée qui reconfigure la production de mélanine ou d'une décision rituelle destinée à aligner l'individu
sur un récit de meute. Le document n'énonce pas une cause unique. Il se contente d'enregistrer la demande, l'examen, puis la validation, comme si l'archivum refusait de transformer la nuance biologique en miracle, tout en reconnaissant que la biologie, chez les fils de Russes, ne se sépare jamais totalement du signe. Le pigment, dans ce contexte, devient une interface entre le corps et la tradition, une manière de rendre visible, donc transmissible, ce qui autrement resterait enfoui dans des comportements, des odeurs, des rêves et des silences. La procédure de validation révèle aussi l'inquiétude structurelle du chapitre face à tout ce qui peut être pris pour de l'orgueil ou de l'écart. Les Space Wolves tolèrent l'individualité tant qu'elle reste une variation de la meute, non une rupture avec elle. Donner un nom qui s'attache au corps, c'est accepter qu'un individu puisse être appelé autrement que par son rang, et cela crée une persistance dangereuse. L'Imperium aime les identités réduites à des fonctions, parce que les fonctions se remplacent. Les épithètes, elles, se transmettent, s'agrègent, résistent. L'autorisation encadre donc le passage du constat au récit. Elle précise implicitement que la marque est reconnue par une autorité rituelle, qu'elle ne contredit pas les codes de la grande compagnie et qu'elle ne constitue pas une revendication autonome. La signature ne ressemble pas à une célébration. Elle ressemble à une mise en conformité. La couleur est acceptée parce qu'elle peut être intégrée au système de mémoire du chapitre, parce qu'elle aide à identifier, à compter, à retrouver un nom dans des relevés incomplets, à distinguer un porteur d'armure parmi d'autres silhouettes rendues semblables par le métal et le gel. Autour de ce feuillet, l'archivum conserve des traces de préparation matérielle, non pour exalter un rite, mais pour en garantir la reproductibilité. La composition du pigment est consignée selon une logique d'atelier, comme un mélange dont la stabilité doit être assurée dans des conditions variables, depuis les salles froides du roc jusqu'aux environnements où l'air recyclé et les radiations modifient les matières. On y lit l'obsession de la durabilité, non de la beauté. Le noir doit tenir, ne pas virer, ne pas s'effacer sous la sueur, les solvants, les intempéries, ni sous la lente usure des années. Cette exigence technique, presque triviale, rejoint une exigence plus profonde. Dans un siècle où les archives brûlent et où les mondes disparaissent, la moindre permanence devient précieuse. Le pigment noir, appliqué ou reconnu, agit comme une petite encre dans le flux des copies et des pertes. Il donne à la mémoire une surface simple, immédiatement saisissable, qui survivra aux divergences de chroniques. Le nom Blackman, plus tard, pourra se déposer sur des récits contradictoires. La marque, elle, restera une certitude visuelle, donc une vérité administrative, ce type de vérité que l'Imperium préfère à toutes les autres. Le feuillet se clôt sans emphase, mais sa place dans le dossier indique qu'une étape a été franchie. Ragnar n'est plus seulement un néophyte observé, il devient un individu classable, un repère au sein de l'immense continuité du chapitre. L'autorisation du pigment n'ajoute pas de grandeur, elle ajoute de la fixité. Elle transforme une variation corporelle en élément d'archive, et l'archive, par sa seule existence, commence à produire la légende, lentement, comme une corrosion inversée qui dépose couche après couche au lieu de les dissoudre. Dans les marges, un renvoi discret associe cette fixation à une autre nécessité, plus lourde, qui attend toute meute, la tenue des comptes, le rappel des absents, la manière dont les noms se retirent des rangs et ne reviennent plus. Là, la couleur et l'épithète perdent leur fonction de signes vivants et deviennent des outils de deuil, prêts à être inscrits sur un autre support, plus froid encore, celui où la grande compagnie mesure son héritage par ce qu'elle a perdu. Le dossier glisse ainsi vers le rouleau mortuaire, où la mémoire cesse d'identifier pour commencer à compter. Au cœur du roc, derrière des portes dont les joints portent encore la poudre de givre, les rouleaux mortuaires de la grande compagnie reposent comme une instrumentation de l'absence, plus proche d'un relevé sismique que d'une saga. Leur matière varie selon les époques et les pénuries, vélin durci, plaques de métal gravées, feuilles de polymère sanctifiées, mais la fonction demeure identique. Fixée contre l'érosion du temps et la négligence des hommes, la preuve que des vies ont été consommées
par la continuité du chapitre. Chaque entrée y est une réduction, non par mépris, mais par nécessité. Un nom, une rune de clan, une marque de meute, une date convertie depuis des calendriers instables, une localisation approximative sur une carte de Void qui vieillira plus vite que la mémoire, les Space Wolves, qui se méfient de la bureaucratie lorsqu'elle prétend remplacer le jugement, savent pourtant qu'aucune fraternité ne survit sans ses comptes, et qu'un deuil sans inscription devient une fuite lente vers l'indifférence. Dans ces rouleaux, la mort n'est pas dramatisée. Elle est traitée comme un transfert de charge, une perte d'énergie organisée, un passage de la chaleur à l'inertie, puis à la poussière. À l'endroit où le dossier de Ragnar croise ses registres, l'archivum cesse de le suivre par signe de peau et par correction apothicaire, et commence à le mesurer par sa relation au manque. On trouve des annotations qui ne décrivent pas des gestes, mais des habitudes, la fréquence de consultation des listes, la manière dont certains officiers apprennent les noms par série, comme on apprend une constellation pour s'orienter dans l'obscur. Il n'existe aucune mention d'un recueillement théâtral, seulement la trace, insistante, d'un regard qui revient. Pour un esprit fenrisien, la dette envers les morts n'est pas une abstraction. Elle ressemble à la réserve de graisse qu'on n'a plus, à la corde qui manque quand la mer se brise, à la main absente au moment de tirer un frère hors d'une eau noire. Le rouleau mortuaire traduit cette dette en forme lisible, et ce faisant, il impose une discipline particulière. Accepter que la meute soit un organisme dont les cellules se remplacent, tout en refusant de considérer ces remplacements comme neutres. Les scribes du chapitre notent que certains jeunes frères évitent ces documents, comme s'ils évitaient un miroir montrant l'avenir. D'autres s'y accrochent pour se persuader qu'un ordre existe encore. Ragnar, lui, apparaît dans les marges, comme l'un de ceux qui supportent la pression de la liste, qui laissent les noms se déposer sans fuir vers l'ivresse ou le bruit. Les rouleaux révèlent aussi la structure froide de la guerre impériale, non par des récits de champs de bataille, mais par la répétition des mêmes catégories de pertes. Le lexique des causes y est volontairement pauvre. Disparition en translation, implosion de coque, contamination atmosphérique, exposition prolongée aux radiations, rupture de seau, contact avec une souillure classée, accident de machinerie, blessure irréparable. Parfois, une ligne est remplacée par un simple trait, signe qu'une autorité a exigé l'opacité. À ces endroits, le papier ressemble à une peau cicatrisée. La grande compagnie, connue pour ses récits chantés, se montre ici comme un système de gestion de l'entropie, obligé de simplifier pour continuer. Les noms, eux, ne sont pas simplifiés. Ils s'étirent, portent des sonorités de sel et de pierre, et conservent des fragments de clans qui n'ont jamais vu Terra. Les morts deviennent ainsi des points fixes, paradoxalement plus stables que les vivants, car l'inscription les empêche de changer. Une note administrative, d'une sécheresse presque étrangère aux coutumes de Fenris, indique l'ajustement périodique des effectifs et la redistribution des responsabilités. C'est là que le rouleau cesse d'être seulement un mémorial et devient un mécanisme de commandement. La perte d'un sergent ne signifie pas seulement un vide affectif. Elle crée une discontinuité de savoir, une rupture dans la transmission de gestes, d'odeurs, de signaux silencieux. Tout ce qui fait que la meute réagit comme un seul corps. Les scribes admettent, entre les lignes, que le chapitre compense cela par une sélection interne constante, où les plus stables absorbent les manques. Ragnar y est mentionné non comme un sauveur, mais comme une réponse fonctionnelle à l'érosion. Une capacité à tenir ensemble des frères plus jeunes, à lire dans le comportement ce que les chiffres ne montrent pas, à porter l'obligation de décider sans perdre le sens de la perte. Le rouleau mortuaire, en ce sens, agit comme une école. Il enseigne qu'aucune fidélité n'est pure si elle ne peut supporter le calcul, et qu'aucun calcul n'est acceptable s'il efface la fidélité. Certaines sections du registre s'assombrissent par la densité des entrées, comme si des périodes entières avaient été avalées par une suite d'incidents et de mauvaises convergences. Là, la grande compagnie apparaît moins comme une troupe que comme une population en migration, constamment amputée,
constamment reconstituée. La répétition des noms de clans, parfois, trahit des zones de recrutement particulièrement sollicitées sur Fenris, et l'on devine la pression exercée sur les mêmes rivages, les mêmes lignées, jusqu'à ce que le monde natal lui-même ressemble à un réservoir qui se vide lentement. Les prêtres loups ajoutent, à intervalles, de petites marques runiques qui n'ajoutent aucune information factuelle, mais stabilisent le texte dans une logique de mémoire. Un verrou symbolique pour empêcher que le mort ne devienne un simple chiffre dans la gorge du temps. À côté, l'écriture de l'Adeptus Administratum, lorsqu'elle apparaît, paraît étrangère, trop rectiligne, comme une géométrie imposée à une peau vivante. Vers la fin de la section associée à Ragnar, une transition se dessine sans être expliquée. Les pertes cessent d'être majoritairement liées aux aléas du void et aux accidents de logistique et commencent à se regrouper autour d'une même signature. Des mentions de blessures par armes grossières, de contamination par spores, de morsures infectées, de toxines d'origine xéno identifiées. Les scribes n'emploient pas encore le mot avec insistance, comme si le nom attirait ce qu'il désigne. Mais l'odeur du registre change, au sens figuré. La mort ne vient plus seulement du froid impersonnel des étoiles, elle commence à porter une saleté biologique, une persistance agressive. En marge, des fragments de Vox sont référencés, des bandes de bruit classées, des émissions captées trop souvent aux confins des patrouilles. Le rouleau mortuaire, fidèle à sa fonction, n'interprète pas. Il prépare simplement le terrain et l'encre, déjà, s'oriente vers un autre dossier, là où les pertes s'alignent avec des traces de transmission et des résidus de signal ORC. Le dossier classé sous l'intitulé « Résidus de signal peau verte » commence rarement par une description d'ennemis. Il commence par du bruit. Les bandes de Vox conservées dans les armoires du roc portent une granulation particulière, une irrégularité qui n'obéit ni aux interférences habituelles des orages ioniques, ni aux dérives lentes des émetteurs impériaux. Les tech-prêtres affectés aux analyses y reconnaissent une signature composite, mélange de transmissions grossières, de porteuses instables et d'harmoniques parasites, comme si l'intention avait été injectée dans l'éther sans discipline de fréquence. Cette incohérence devient pourtant, avec le temps, une forme de constance. L'ennemi dont il est question, noté en marge comme xénofongique de type ORC, ne produit pas seulement des machines, il produit un environnement informationnel, une météo de communication où le signal n'est jamais propre, mais toujours chargé d'un excès de vie. Les rapports associent ces résidus à des traces chimiques et biologiques, spores en suspension, films de moisissure sur les filtres d'air, dépôts verdâtres sur les bords des conduits, et une odeur que les serviteurs humains décrivent mal, mais que les Space Wolves, eux, enregistrent avec une précision quasi intime. Dans ces documents, la guerre se lit moins comme une suite d'affrontements que comme une contamination progressive de l'espace par une présence qui colonise jusque dans la bande passante, comme si la frontière entre matière et information s'amincissait. Les orques apparaissent ainsi dans l'archivum non comme des silhouettes, mais comme une perturbation du réel mesurable à plusieurs échelles. Les auspex des navires notent des masses mal réparties, des coques dont la géométrie semble contredire la stabilité, et pourtant les trajectoires tiennent, soutenues par des probabilités qui auraient dû s'effondrer. Les scribes mécanisés parlent de tolérances impossibles, de soudures grossières qui ne devraient pas survivre aux contraintes, de moteurs dont la combustion paraît dégrader l'air plus qu'elle ne produit une poussée efficace marge. Des prêtres loups ajoutent parfois une rune courte, presque honteuse, signe que l'on accepte ici une explication plus métaphysique, un champ de croyance, une résonance de meute xéno, faible mais omniprésente, capable de lisser les incohérences comme un voile posé sur la physique. Ce n'est pas une sorcellerie au sens doctrinal, mais une pression diffuse sur la plausibilité, un frottement entre le monde matériel et les humeurs du warp. Les résidus de signal peau verte, dans cette lecture, deviennent la preuve d'un phénomène où l'intelligence collective agit comme une pompe, tirant du chaos une forme d'efficacité sans en comprendre la méthode, et laissant derrière elle des scories électromagnétiques comparables à des cendres. C'est dans ce bruit que le nom de Ragnar revient, non avec le poids d'un commandement total, mais avec la netteté d'une attention particulière.
Les notes qui le concernent ne le placent pas au centre. Elles soulignent plutôt une capacité à lire les anomalies sans les confondre avec le hasard. On y trouve des mentions de veille prolongée, de relevés olfactifs effectués dans des couloirs de navires où l'air recyclé aurait dû effacer toute trace, et d'un instinct de repérage qui traite la transmission ORC comme un signe d'écosystème, non comme une simple émission. Ragnar est décrit comme un frère encore proche de l'âge où l'on réagit trop vite, mais déjà capable de transformer l'irritation en méthode. Dans l'esprit des Space Wolves, cette méthode ne se résume pas à des chiffres, elle passe par l'accord entre les sens amplifiés et l'interprétation rituelle. Là où un opérateur de Vox entend une saturation, Ragnar entend un rythme. Là où un rapport voit un bruit vert, il perçoit une proximité, une densité d'activité, une probabilité de spores accrues. Ce n'est pas présenté comme un don, c'est présenté comme un apprentissage accéléré, né de Fenris, où survivre consiste à distinguer le craquement de glace sans danger de celui qui annonce la rupture. Les archives insistent sur un détail qui, dans d'autres contextes, serait insignifiant, la persistance. Les orques ne s'installent pas toujours durablement, mais leur passage laisse des semences. Les filtres doivent être brûlés, les conduits purgés, les cloisons raclées, et malgré cela, la contamination revient, comme si l'ennemi avait appris à se reproduire dans les marges de la maintenance. Les Space Wolves, habitués au monde gelé et aux purifications sévères, traitent cette présence comme une forme de moisissure stratégique. Les rapports de la Grande Compagnie relient les pertes non seulement au contact direct, mais aux fièvres tardives, aux infections secondaires, à la fatigue nerveuse provoquée par des semaines de bruit constant dans la Vox. Un scribe note que la transmission ORC, même lorsqu'elle n'est pas comprise, agit sur le sommeil des équipages, comme une vibration basse qui empêche le repos complet. À cet endroit, l'Archivum laisse entrevoir une vérité plus large du 41e millénaire. L'ennemi n'a pas besoin d'être vu pour peser. Il suffit qu'il occupe l'air, le métal, la fréquence, et la pensée se met à tourner autour de lui, jusqu'à s'user. Dans les feuillets où Ragnar est mentionné, une évolution se dessine discrètement. La colère, souvent relevée dans les glosses de jeunesse, se transforme ici en capacité à porter le long terme, à accepter que l'élimination d'une menace ne ressemble pas à une clôture, mais à une diminution de charge. Les orques sont décrits comme un problème de récurrence, et cette récurrence exige une patience que peu de jeunes frères possèdent. Ragnar apprend, dans ces fragments, à considérer la victoire comme une stabilisation temporaire, une baisse de bruit, une atténuation de spores, jamais comme un silence définitif. Cette leçon s'imprime dans le style même des rapports. Les phrases deviennent plus courtes, les conclusions plus prudentes, et les renvois plus nombreux vers des dossiers de quarantaine, de purge, de contrôle. Le nom Blackman, déjà fixé par l'autorisation héraldique, commence à être associé à des annotations d'intendance et de discipline, comme si l'identité visible devait maintenant être reliée à une fiabilité invisible. Vers la fin du paquet de documents, le ton change à nouveau. Les résidus de signal peau verte, d'abord isolés, se mêlent à des interférences d'une autre nature, plus propres, plus intelligibles, presque trop structurées pour être xénos. Des segments de Vox sont retirés, remplacés par des bandes noires, et certaines pages portent des tampons de classification inhabituels pour un chapitre jaloux de son autonomie. Les scribes notent des coïncidences de fréquences, des échos non-orques, des trajectoires de vaisseaux qui ne correspondent pas au schéma attendu. Le bruit vert, sans disparaître, sert alors de couverture. Et l'Archivum, fidèle à ses instincts de survie, commence à écrire autrement, à laisser des blancs là où la vérité deviendrait politiquement dangereuse. Ainsi, le dossier des peaux vertes se referme non sur une conclusion, mais sur une série de retraits annonçant la section suivante, celle où les contacts ne se consignent plus franchement et où l'encre elle-même devient un instrument de dissimulation. Les rédactions de contacts hérétiques ne ressemblent pas à une absence accidentelle, mais à une présence appliquée, déposée en couches comme un vernis noir sur la vérité. Le dossier qui leur est associé, dans les armoires du roc, porte des sceaux superposés,
et des empreintes de cire dont les fissures ont été colmatées à plusieurs reprises, signe qu'il a été rouvert, consulté, puis refermé avec une inquiétude renouvelée. Les pages utiles ne sont pas celles qui racontent, mais celles qui trahissent la méthode de l'effacement. L'encre de censure n'est pas uniforme, elle varie selon la main, la période, l'autorité. Certaines bandes opaques ont la densité d'un pigment industriel, d'autres une matité granuleuse, comme si l'on avait mélangé à l'encre des poudres sanctifiées, destinées à rompre la continuité d'un signe trop dangereux pour être lu. Sur des slats plus récents, la rédaction prend une forme algorithmique. Lignes hachées, blocs remplacés par des chaînes de contrôle, données transférées vers des segments inaccessibles, et surtout la multiplication de checksums incompatibles, qui transforment la consultation en liturgie de verrouillage. La mémoire n'est pas seulement retirée, elle est rendue illisible par excès de précaution, comme si l'écrit pouvait devenir vecteur de contamination. La logique impériale qui sous-tend ces pratiques se laisse reconstituer par les marges. Le contact avec le traître dans ces feuillets ne se réduit pas à une rencontre tactique. Il désigne une proximité informationnelle, la possibilité qu'un nom, un symbole, une séquence de sons suffisent à ouvrir une fissure dans l'esprit. Les spécialistes qui tamponnent ces pages traitent certains fragments comme des dangers mnésiques, non parce qu'ils seraient séduisants, mais parce qu'ils seraient structurés pour s'accrocher. Les Space Wolves, héritiers d'une culture où les sagas stabilisent la meute, se heurtent ici à une autre doctrine, celle qui préfère le silence à la transmission lorsqu'il s'agit du warp et de ses dérivés. Les runes protectrices ajoutées par des prêtres loups se mêlent à des hexagrammes tracés par des mains étrangères, et l'on devine une cohabitation tendue entre deux systèmes de protection, l'un fondé sur le rite clanique et l'autre sur la suspicion bureaucratique. L'archivum conserve des indices d'audit externe, des visites consignées sans détail, des scellés numérotés dont l'origine n'est pas explicitée. Les rédactions deviennent alors le langage commun de forces qui ne se font pas confiance, mais doivent partager un risque. Au milieu de ces pages amputées, le nom de Ragnar Blackman apparaît comme un point fixe, précisément parce qu'il est rarement commenté. Il figure dans les en-têtes, dans des colonnes de présence, dans des attestations de chaînes de commandement, parfois dans la liste des témoins soumis à évaluation. Plus l'affaire est noircie, plus sa trace est sèche. On comprend que sa valeur, pour les autorités qui censurent, tient à sa stabilité relative. Un sujet dont la loyauté est considérée comme dense, difficile à détourner, et dont les réactions ont déjà été mesurées sous contrainte. Les apothicaires interviennent à la périphérie du dossier et leurs notes, étonnamment lisibles, décrivent des examens répétés non pour documenter des blessures visibles, mais pour surveiller des dérives subtiles. Variations de sommeil, micro-tremblements, changements d'odorat, pics d'adrénaline sans stimulus clair, résidus chimiques indiquant un stress prolongé, autant de signaux interprétés à la fois comme phénomènes biologiques et comme symptômes d'une proximité avec l'immatérium. Rien n'est formulé en termes de tentation, tout est formulé en termes de stabilité et de charge. Le traître, ici, n'est pas une figure morale, c'est un vecteur d'instabilité qui cherche à se reproduire, parfois seulement en étant su. Une partie du dossier est consacrée à la gestion des récits internes. Les Space Wolves ne vivent pas uniquement de rapports. Ils vivent de mémoires partagées, et l'effacement imposé crée une dissonance. Les scribes du chapitre notent des ajustements. Certains événements doivent être consignés sous forme de périphrases, transposées en métaphores animales, déplacées vers des sagas volontairement incomplètes. Cette stratégie n'a rien d'un embellissement. Elle sert à préserver la cohésion sans ouvrir la porte à ce qui pourrait s'accrocher aux mots précis. Ragnar est mentionné comme l'un de ceux qui portent le poids de cette transposition, non en tant que poète, mais en tant que dépositaire d'un savoir qu'il lui est interdit de restituer entièrement. L'archivum laisse entrevoir la tension que cela produit, une loyauté qui exige la vérité et une discipline qui exige l'omission. La rédaction, au fond, ne supprime pas la mémoire. Elle la déplace dans la chair, où elle devient plus lourde et moins partageable, transformant le témoin en réservoir d'un non-dit.
L'aspect le plus froid de ces documents tient aux procédures de quarantaine informationnelle. On y voit des références à des cogitateurs isolés, à des segments scellés, à des copies volontairement corrompues pour empêcher la reconstitution, comme si l'on acceptait de perdre de la connaissance pour éviter un autre type de perte. Certaines pages portent des trous minuscules, là où des fibres ont été brûlées, indice d'un effacement thermique ciblé, destiné à détruire non seulement le texte, mais la possibilité de le récupérer par analyse. Les autorités qui agissent ainsi semblent admettre que le support n'est jamais neutre, que l'information peut être plus dangereuse que l'ignorance. Les Space Wolves, qui honorent les reliques et les traces, laissent néanmoins ces mutilations subsister dans l'archivum, comme une cicatrice officielle. Ce choix suggère une compréhension pragmatique. L'effacement fait désormais partie de l'histoire, et nier l'effacement reviendrait à ouvrir un conflit plus corrosif encore. À la fin du dossier, la rédaction change de nature. Les bandes noires cessent de couvrir des descriptions et commencent à recouvrir des responsabilités. Des noms d'officiers disparaissent. Des signatures sont remplacées par des codes. Des dates deviennent floues. Et l'on sent que le danger n'est plus seulement métaphysique. Il devient politique, interne, une question de juridiction et de frontières d'autorité. Le chapitre tolère mal les intrusions, l'Inquisition tolère mal les zones d'ombre, et l'Archivum enregistre cette friction comme une usure lente, comparable à celle des joints sous le givre. Ragnar, pris dans ce réseau, n'est pas encore présenté comme arbitre, mais comme un point autour duquel se cristallisent des tensions de loyauté, non entre le bien et le mal, mais entre deux manières de survivre à l'ère du soupçon. Lorsque la dernière page lisible se referme, elle ne conclut rien. Elle renvoie simplement à des feuillets d'encre froide où des différends plus concrets doivent être réglés, non par censure, mais par des décisions consignées, durcies et rendues applicables au sein même de la meute. Les arbitrages de feud en encre froide constituent une catégorie d'archives que les Space Wolves conservent avec une gêne disciplinée, comme on conserve un outil dont l'usage rappelle une fragilité structurelle. Ces feuillets ne célèbrent rien. Ils consignent l'effort patient de transformer la colère en continuité, d'empêcher que l'instinct de meute, si précieux contre l'ennemi, ne se retourne en érosion interne. Le terme de feud n'y désigne pas seulement une querelle, il désigne une divergence de loyauté, une compétition de dettes anciennes, un conflit d'interprétation entre serments incompatibles. Les scribes notent les causes comme on note des conditions initiales, une omission dans une répartition de trophées, une chaîne de commandements contournée, un nom de mort prononcé sans autorisation, une sanction jugée trop faible ou trop lourde, un ordre reçu d'une autorité extérieure est perçu comme une intrusion. Puis viennent les variables de risque, écrites avec la même sécheresse que les relevés apothicaires, agitation accrue des frères concernés, altération du sommeil, augmentation des incidents de discipline, rupture de coopération entre escouades, modification mesurable de l'agressivité. Le chapitre, si souvent décrit par ces sagas, se révèle ici comme un organisme soumis aux lois de la thermodynamique sociale, où chaque friction dissipe une part d'énergie collective et accélère l'entropie. Ragnar Blackman apparaît dans ces documents non comme une figure de jugement absolu, mais comme une présence de transition, un homme devenu Astartes, dont la fidélité immédiate rend paradoxalement possible l'arbitrage. Les feuillets indiquent qu'il est appelé parce qu'il demeure lisible par les plus jeunes et respecté par ceux qui ont déjà appris la patience. Sa manière de tenir le silence, noté en marge comme « stable », devient un instrument. Les Space Wolves savent que la résolution d'une feud ne dépend pas uniquement d'une décision. Elle dépend de l'acceptation physiologique de cette décision par des corps modifiés, saturés de réponses hormonales rapides et d'un héritage lupin qui tend à confondre affront et menace. L'encre froide des arbitrages se veut alors l'équivalent d'une suture, une fermeture technique sans illusion de guérison immédiate. On y consigne des compensations concrètes, des transferts de responsabilité, des réaffectations temporaires et parfois des interdictions de proximité, comme si l'on réduisait une réaction chimique en séparant les réactifs.
Les runes apposées au bas de certaines pages agissent comme des verrous mnésiques, destinés à fixer la conclusion dans la mémoire de la meute et à empêcher la réécriture ultérieure par la rancœur. Un aspect récurrent de ces arbitrages concerne la pression exercée par l'extérieur, notamment lorsque des autorités impériales tentent d'imposer leur propre modèle de discipline. L'archivum enregistre sans long commentaire la cohabitation difficile entre la tradition fenrisienne et la logique inquisitoriale, entre la saga qui explique et le sceau qui ordonne. Les feuillets montrent que les feudes ne naissent pas seulement d'un orgueil individuel, elles naissent aussi d'une contradiction de juridiction. Quand une enquête est menée, quand un dossier est noirci, quand un silence est exigé, les Space Wolves doivent redistribuer le fardeau du non-dit. Le non-dit, compressé dans quelques crânes, devient un poids qui modifie les relations, crée des soupçons, fragilise l'alignement instinctif de la meute. Ragnar, dans ces circonstances, est souvent noté comme point de continuité, formule impersonnelle qui dit pourtant l'essentiel. Il sert de surface d'absorption. Il apprend à porter la dissonance sans la rendre contagieuse, à faire accepter une restriction sans la déguiser en mensonge, à préserver la cohésion sans livrer la substance à ceux qui la transformeraient en instrument de contrôle. Les arbitrages les plus révélateurs ne sont pas ceux qui tranchent une querelle simple, mais ceux qui touchent à la mémoire des morts. Les rouleaux mortuaires ont déjà réduit les absents à des entrées. Ici, l'on observe ce que ces entrées produisent chez les vivants. Un nom manquant à l'appel, un frère dont la disparition demeure classée, un événement dont la description a été amputée, et soudain la meute cherche un récit pour stabiliser sa douleur. Lorsque le récit est interdit, la douleur se convertit en dette, et la dette cherche un débiteur. Les feuillets décrivent ce glissement avec une exactitude presque scientifique, en reliant la montée des tensions à des marqueurs de fatigue et à des cycles de veille prolongés. On comprend que le chapitre ne lutte pas seulement contre des ennemis. Il lutte contre la tendance naturelle de ses propres fils à donner une forme agressive à ce qui n'a pas de forme. Dans plusieurs arbitrages, il est fait mention d'une intervention de prêtre-loup, dont le rôle n'est pas de consoler, mais de réorienter l'interprétation, d'empêcher que l'absence ne devienne un poison. Ragnar se trouve au point de contact entre ce travail rituel et l'exigence pratique, faire en sorte que les escouades se parlent de nouveau, que les ordres circulent sans résistance, que le bruit interne ne couvre pas le signal des menaces réelles. L'encre est dite froide parce qu'elle est censée ne pas trembler. Elle doit rester stable quand les corps, eux, brûlent vite. On remarque que les décisions y sont formulées en termes de structure, jamais de mérite, et qu'elles privilégient la continuité sur la satisfaction. Ce choix, répété, finit par dessiner la silhouette d'un commandement en formation. Ragnar y est associé à une compétence rare parmi les tempéraments jeunes. Accepter que l'honneur chez les Space Wolves n'est pas une exaltation permanente, mais un équilibre maintenu contre la fatigue, contre la provocation, contre l'usure lente des secrets imposés. Les arbitrages, en cela, deviennent une école de durée. Ils enseignent que l'autorité n'est pas seulement un cri entendu, c'est une pression constante, un champ de gravité qui maintient les fragments en orbite malgré leur vitesse propre. La dernière série de feuillets de cette section se clôt sur des renvois techniques, plutôt que sur une formule rituelle. Il y est question de réévaluation médicale, d'indices de vieillissement différentiels chez certains frères, de limitations fonctionnelles compensées par des adaptations. Le ton se déplace, presque imperceptiblement, de la cohésion sociale vers la maintenance du corps Astarte, comme si la stabilité d'une meute finissait toujours par dépendre de la stabilité de la chair qui la porte. L'encre froide des arbitrages cède alors la place à une autre forme d'addendum, plus intime et plus irréversible, où l'on ne règle plus une feude, mais un seuil biologique, et où un nom déjà lourd de mémoire approche d'un passage consigné avec une prudence accrue, dans les pages réservées au seuil Rubicon. L'addendum du seuil Rubicon n'est pas rangé avec les sagas, mais avec les documents qui engagent la responsabilité du chapitre devant le temps. Il s'ouvre sur une formulation impersonnelle, presque froide, où le nom de Ragnar Blackman apparaît comme une entrée parmi d'autres,
est pourtant entouré d'une densité de sceaux qui trahit l'importance du sujet. À ce stade de sa trajectoire, l'archive ne s'intéresse plus à l'initiation, ni aux tensions de meute, ni même aux arbitrages internes. Elle s'intéresse à la question la plus simple et la plus lourde que puisse poser un corps Astarte après des décennies de service. La chair a-t-elle encore une marge d'évolution sans se rompre, et la tradition accepte-t-elle qu'un héritage, déjà périlleux, soit modifié une seconde fois? Le seuil Rubicon est décrit comme une procédure de franchissement, non au sens héroïque, mais au sens biomécanique. Un passage de configuration, une requalification de l'organisme, une mise à jour violente d'un système vivant qui ne tolère aucune erreur de compatibilité. Le document détaille les préconditions avec une précision qui ressemble à une forme de prière technique. Les relevés hématologiques sont multipliés, comme si l'on cherchait à surprendre la moindre dérive avant qu'elle ne devienne irréversible. La densité osseuse, déjà au-delà de l'humain, est comparée à des standards internes propres au chapitre, car les fils de Russe portent une variabilité qui rend les tableaux impériaux insuffisants. Les fonctions neurochimiques sont surveillées avec une attention inhabituelle. Cycle de vigilance, stabilité de l'humeur, réaction aux stimuli confinés, tout ce qui pourrait indiquer que le canis helix, soumis à une nouvelle contrainte, glisserait vers une expression plus archaïque. L'addendum insiste sur une donnée rarement mise en avant ailleurs. La transformation primaris ne s'ajoute pas simplement, elle réorganise. Les nouveaux organes et les recalibrages qui les accompagnent redessinent des équilibres anciens, déplacent des seuils d'agressivité, modifient la perception de la douleur, allongent la capacité d'endurance et la profondeur respiratoire, mais exigent en contrepartie une stabilité systémique que tous ne peuvent offrir. Les marges portent des runes de précaution, non décoratives, destinées à limiter les dérives interprétatives. Rien, ici, ne doit être lu comme une promesse, seulement comme une probabilité gérée. La procédure elle-même apparaît sous forme de séquence, laconique, où l'on perçoit la main de l'apothicaria et la présence distante des techniciens du mechanicus. Les termes employés évitent l'illustration. Ils privilégient la fonctionnalité. Il est question d'extension de la capacité thoracique, de renforcement de la trame musculaire profonde, de modification de la régulation endocrine, d'intégration destinée à soutenir une puissance accrue sans effondrement métabolique. Certains passages sont volontairement obscurcis, non par censure inquisitoriale, mais par une réserve propre au chapitre. La méthode exacte ne doit pas devenir un texte circulant. L'addendum signale toutefois un point de tension spécifique aux Space Wolves. Le canis helix est mentionné comme facteur d'amplification symbolique et physiologique, formulation rare qui admet, à demi-mot, que la lignée n'est pas un simple ensemble de gènes. Elle est aussi une manière d'habiter le monde, et toute modification majeure risque d'altérer ce mode d'habitation. Pour Ragnar, les notes indiquent une vigilance accrue sur les phases de sommeil et sur les réminiscences sensorielles, l'odeur de sel, les images de banquise, les impulsions de chasse, autant de formes par lesquelles Fenris s'inscrit dans le cerveau et pourrait réagir à une réorganisation interne, comme un tissu cicatriciel réagit à une traction. L'addendum ne parle pas de douleur comme d'une épreuve, il la traite comme un indicateur. Des variations de rythme cardiaque, des micro-contractions involontaires, des changements dans la conductivité nerveuse sont consignés comme des paramètres de sécurité. Là où les sagas font de la souffrance une matière narrative, l'apothicaria la réduit à des données qui avertissent d'une rupture imminente. Un passage particulièrement austère rappelle que le Rubicon n'est pas une simple amélioration, mais une zone à mortalité significative, et que l'échec n'a rien d'infamant. Il devient un nom de plus dans les rouleaux, une absence qui pèse sur la meute. Pour un chapitre qui accepte l'instabilité de sa lignée comme prix de l'adaptation, l'acceptation d'une seconde instabilité apparaît comme un acte de conservation plutôt que de conquête. Ragnar est noté comme apte et disponible, deux mots qui remplacent toute exaltation. L'archive
laisse entendre que le passage est choisi parce que la continuité du commandement exige un organisme capable de porter les charges à venir, et parce que les pertes accumulées imposent une répartition nouvelle des responsabilités. Après les séquences opératoires, l'addendum s'attarde sur la convalescence, car c'est là que se décide la véritable réussite. Les semaines de reconstruction sont décrites comme une période d'ajustement sensoriel, où la force accrue ne signifie rien tant que l'esprit n'a pas appris à habiter un corps plus vaste. Des tests de coordination fine, des évaluations de stabilité émotionnelle, des calibrages d'armure et d'interface apparaissent comme autant de preuves que la transformation ne se termine pas quand les sutures se ferment. Pour Ragnar, un commentaire bref mentionne un changement dans la manière de percevoir l'espace. Les distances semblent plus courtes, l'air plus chargé d'informations, les vibrations du métal plus lisibles. L'addendum note aussi une inquiétude silencieuse. L'amplification des sens, déjà marquée chez les Space Wolves, peut rapprocher l'individu d'une frontière où l'instinct domine. La réponse du chapitre, fidèle à ses méthodes, n'est pas l'interdiction mais l'encadrement. Routine de respiration, discipline de meute, présence des prêtres loups, et surtout la réinscription de serments anciens dans un corps neuf, afin que l'augmentation ne devienne pas une dérive. La page finale porte un scellement double, comme si l'on avait voulu sceller non seulement un résultat, mais une interprétation. Ragnar Blackman y est déclaré franchi, requalifié, maintenu dans la continuité de la grande compagnie, sans rhétorique de renaissance. Le texte, cependant, laisse filtrer une conséquence plus subtile que les gains mesurables. En changeant le corps, on déplace la mémoire, et la mémoire, chez les fils de Fenris, n'est jamais immobile. Elle se réorganise autour de nouveaux seuils, elle cherche à retrouver ses repères, et elle ramène à la surface des échos que la discipline croyait fixés. Ainsi, l'addendum se ferme sur une simple mention de suivi post-franchissement, orientée vers des observations non plus strictement médicales, mais liées aux résonances du monde natal dans le silence des traversées. Le dossier passe alors, sans rupture, à ces feuillets plus fragiles où l'on tente de capter ce que l'augmentation ne peut expliquer. Les échos de Fenris sur Vellum Void, là où la transformation laisse une trace dans le rêve, autant que dans l'os. L'ardoise de vide où sont consignés les échos de Fenris n'est ni un journal intime, ni une chronique de campagne, mais un instrument de conservation pour phénomènes résiduels, ces persistances que le chapitre a appris à ne pas mépriser. Sa surface, conçue pour supporter les radiations, les variations thermiques et les purges répétées, conserve pourtant des micro-rayures que nul polissage n'efface vraiment, comme si l'usage même y déposait une mémoire mécanique. Dans les entrées associées à Ragnar Blackman après le franchissement du seuil Rubicon, le ton change de façon presque imperceptible. Moins de mesures strictement physiologiques, davantage de corrélations entre sensations, rêve et navigation, comme si l'organisme requalifié avait déplacé son centre de gravité intérieur et rendu visibles des signaux jusque-là noyés dans le bruit. Les apothicaires y notent encore la stabilité métabolique, l'intégration des interfaces d'armure, l'économie nouvelle des gestes, mais la main qui écrit devient plus attentive aux écarts de perception, aux infimes déphasages entre ce que disent les instruments et ce que perçoit le sujet. La lignée de Russe, déjà sujette à des amplifications sensorielles, semble dans ces pages entrer dans un régime de résonance où l'information n'est plus seulement reçue par les organes, mais par la mémoire elle-même, comme si l'expérience accumulée, compressée sur des décennies, formait un prisme capable de diffracter le réel. Les échos de Fenris sont décrits par un vocabulaire hybride, gradient d'odeur impossible dans l'air recyclé, impression d'humidité salée sans cause, variation de pression ressentie avant qu'elle ne soit relevée, et surtout la persistance de paysages intérieurs, banquises, roches noires, mer lourde, revenant avec une netteté accrue au sortir d'un sommeil dont la durée est pourtant régulée. Les prêtres loups, prudents, n'assignent pas ces phénomènes à une seule source. Ils les placent dans un triangle d'explication où la biologie, la ritualisation et l'immatérium se contaminent. Les plus techniques parlent d'un système limbique surentraîné, d'associations olfactives
qui survivent à tout changement d'environnement, d'un cerveau dont la plasticité, prolongée artificiellement, continue de cartographier le monde selon des repères fenrisiens. Les plus anciens ajoutent que Fenris n'est pas seulement un lieu, mais une forme de survivance, et que ceux qui en sont issus transportent un fragment de sa gravité jusque dans le vide. Fragment qui réagit au warp comme une aiguille réagit à un champ magnétique. À cet endroit, l'ardoise de vide devient une sorte de sismographe spirituel, non parce qu'elle prétend mesurer l'âme, mais parce qu'elle accepte que certains tremblements précèdent les événements et qu'ignorer ses précurseurs revient souvent à payer plus tard en nom sur les rouleaux mortuaires. Ragnar y apparaît comme un point de convergence particulier, non par éclat, mais par densité. Les entrées le relient à la cohésion de sa grande compagnie, aux arbitrages qu'il a dû rendre, aux pertes dont il conserve la liste avec une rigueur presque douloureuse, et à une capacité devenue rare à maintenir la meute dans un état d'attention sans la dissoudre dans l'agitation. Le titre de Wolflord, lorsqu'il affleure dans les mentions, n'est jamais traité comme une apothéose. Il est décrit comme une charge thermodynamique, une responsabilité de dissipation contrôlée, où l'on doit canaliser la chaleur des instincts vers une forme durable de décision. Dans cette perspective, les échos ne sont pas un ornement mystique, mais un coup. Plus le commandement est lourd, plus l'esprit cherche des repères stables, et Fenris, avec ses lois simples et impitoyables, offre une géométrie intérieure qui résiste au chaos des routes warp. Les scribes notent que, lors de certaines translations, au moment où la lumière de l'astronomicon devient moins certaine, et où les prières de navigation prennent une tonalité d'urgence contenue, Ragnar présente des micro-signaux récurrents, immobilité prolongée, respiration abaissée, concentration olfactive, comme si l'air portait une information cachée. Cela n'est pas interprété comme une prescience, mais comme une sensibilité accrue aux variations subtiles de l'environnement, variations que le warp amplifie et tord jusqu'à les rendre presque symboliques. La mémoire des contacts classés, des rédactions et des non-dits affleure alors non sous forme de phrases, mais sous forme de prudence corporelle, comme si le secret, incapable de se dire, s'était converti en réflexe. L'ardoise enregistre aussi la manière dont le nom Blackman a cessé d'être un simple repère visuel pour devenir un signal interne dans les réseaux du chapitre. Dans les transmissions, les rapports, les mentions d'intendance, la signature se répète avec une sobriété qui finit par produire un effet particulier. L'identité devient un protocole. On ne cherche pas l'homme pour l'histoire qu'il raconte, mais pour la stabilité qu'il impose aux autres, pour la manière dont il absorbe l'excès, réduit le bruit, maintient l'alignement. Cette stabilité, pourtant, ne supprime pas l'usure, elle la redistribue. Les échos de Fenris notent des phases de fatigue qui ne ressemblent pas à l'épuisement musculaire, mais à une saturation de mémoire, comme si les décennies s'étaient déposées en couches trop compactes et que le corps requalifié, plus puissant, rendait ces couches plus lourdes encore. Dans ces moments, les pratiques de meute et les rites de respiration reparaissent, non comme des traditions esthétiques, mais comme des outils neurologiques permettant de rétablir un rythme supportable. Le texte insiste, avec une précision presque tendre, sur la fonction des odeurs. Huile sacrée, cuir, métal froid, fourrure, sel. Elles servent de balise pour une conscience menacée par l'abstraction, rappelant que la guerre impériale, avec ses chiffres et ses classifications, devient vite une machine à dissoudre les visages. Ragnar, issu d'un monde où la survie dépendait d'identifier l'infime variation dans l'air, conserve cette compétence et la transforme en méthode de commandement, non spectaculaire, mais constante. Les dernières entrées de l'ardoise de vide n'offrent pas de fermeture. Elles parlent d'une persistance de Fenris, qui ne se réduit ni à la nostalgie, ni à la superstition, mais à une forme de constante interne, un bruit de fond stable au milieu des fréquences changeantes du siècle. Elle consigne qu'un homme, devenu légende par couches administratives, demeure pourtant soumis aux mêmes lois que tous les autres. La mémoire s'alourdit, la matière se fatigue, et la cohésion exige un entretien sans fin. L'ardoise se termine sur un renvoi minimal vers un segment scellé, non encore recopié, où l'on a déposé des données jugées trop récentes
ou trop instables pour être intégrés à la saga, comme si le chapitre, même lorsqu'il écrit, gardait toujours une partie de sa vérité, derrière un sceau qui n'a pas encore cédé.